Bienvenue dans Rencontre avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de manipulation. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Jean-Claude. Salut Johan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Tu es musicien, trompettiste et pour être plus précis, on va parcourir les différentes facettes de ton métier, autant du côté de chef d'orchestre, trompettiste et également directeur durant cet épisode. Première question que j'ai envie de te poser, pourquoi est-ce que tu as voulu jouer de la trompette ? Parce que mon papa faisait de la musique. Il jouait à la fanfare du village et puis j'étais toujours en train de l'écouter, de le regarder jouer. Et puis quand on m'a donné l'occasion de pouvoir commencer un instrument, j'ai choisi le même instrument que lui. J'ai choisi le bugle et j'ai commencé à jouer du bugle. Et petit à petit, très rapidement, avec des copains, on jouait ensemble. J'avais un copain, Cédric Albier, on faisait des duos. On faisait des duos, on jouait au vendange, on jouait pendant le nouvel an, on allait souhaiter la bonne année chez les gens. Puis après, très rapidement, j'ai connu un autre ami qui est devenu un très bon ami aussi, c'est Patrick Rosset. Et petit à petit, on a monté un orchestre qui s'appelait les Galapiens. Donc comme ça, je suis un peu tombé dedans. On passait notre temps à faire de la musique et puis ben voilà, je suis resté là-dedans parce que j'adore faire ce métier-là. Et ça ressemble à quoi tes débuts dans la musique ? J'ai pas compris. Ça ressemble à quoi tes débuts dans la musique ? Ben c'est ça, c'est commencé à jouer très rapidement, mais je te dis, après à peu près une année, on jouait ensemble, on faisait des duos, on jouait à plein d'occasions avec Cédric, après avec Patrick, et on a très rapidement monté un groupe, puis après on jouait dans toutes les manifestations où on pouvait jouer, après on faisait des balles, c'est un groupe qui a duré quelques années. Et en fait, mon activité était de jouer ensemble, donc d'apprendre l'instrument déjà, il faut l'apprendre, il faut le maîtriser, il faut le travailler. Mais petit à petit, on a progressé, on a évolué, et l'ensemble a évolué avec nos capacités. Donc c'est devenu un très très bon ensemble à l'époque. Et ben voilà, c'est comme ça que ma passion est devenue mon métier. Et quels ont été les moments les plus marquants de ta carrière musicale ? Oh, il n'y a pas des moments les plus marquants, il y a plein de moments marquants. C'est tellement un moment de partage avec déjà des collègues, des musiciens, des amis, des copains au début, puis après ça devient des collègues, et on travaille ensemble, qui sont aussi des amis, et puis c'est le partage avec le public, c'est des grands moments, donc il y en a eu plein. J'ai eu la chance d'avoir eu plein de projets dans ma carrière, et chaque projet des grands moments, quoi. Et tu es membre de l'ensemble et fondateur de l'ensemble Ad Libitum. Et comment est-ce que ce groupe il s'est formé ? Alors tout bêtement, on jouait tous au Collège des Cuivres, la Suisse romande. Et je crois, si je me souviens bien, on avait une demande pour jouer avec un quatuor. On avait 2 trompettes, 2 trombones. Et puis après, on a continué à jouer ensemble. Puis on a fait des projets, on a fait de la musique de scène, on a fait des concerts, on a fait plein de choses. Et puis petit à petit, le groupe s'est développé et l'ensemble, depuis 98, existe toujours aujourd'hui. Et puis justement, avec l'ensemble Ad Libitum, vous avez fait plusieurs spectacles, dont des Lits de Cuivre. Pour les personnes qui nous écoutent, si tu devais résumer en une phrase les spectacles de Lits de Cuivre, ce serait lequel ? Qu'est-ce que je devrais décrire dans le spectacle ? Ouais. Bon, il y en a eu 3. Hein. Oui, il y a eu 3 spectacles, mais si tu avais si tu pouvais résumer les 3 spectacles en une seule phrase pour attirer des gens. Humour, décalé, dynamisme, énergie, musique. Mais c'est un mélange de tout. Ça bouge beaucoup, c'est un spectacle, c'est de la musique, du spectacle, de l'humour. C'est un mélange de tout ça. Et puis, comment est-ce que l'inspiration est venue de monter un spectacle comme des Lits de Cuivre ? Toute ma carrière, je me suis dit, même en dirigeant mes ensembles, je me disais, bon, c'est bien de faire de la bonne musique,
Mais les gens, avec la télé, il y a plein de choses qui se passent. Hein, et puis je me disais, mais il faut qu'on aille un peu plus loin en faisant de la bonne musique et en offrant aussi quelque chose de visuel. Donc j'ai fait beaucoup de choses avec mes ensembles au niveau spectacle et plein de choses. Et puis là, avec Ad Libitum, ça faisait un moment que ça me titillait. Et c'est une rencontre avec Sylvie Lehmann, à l'époque Jean-Pierre Hartmann, dans un bar, après une soirée qu'on a débattu sur un projet un peu fou, qui est devenu Délit de cuivre. Alors, Sylvie n'a pas poursuivi parce qu'elle a fait une carrière d'écrivaine, qu'elle est partie en Belgique, maintenant elle est rentrée. Jean-Pierre a fait les premiers arrangements et créations du premier spectacle en partie, sous le deuxième spectacle aussi. Et en fait, c'est avec eux qu'on a lancé le Délit de cuivre sur un délire d'une soirée autour d'un bar. Et donc Jean-Pierre Hartmann, c'est celui qui a fait vraiment la mise en scène du premier spectacle de Délit de cuivre. Ah, pas du tout, non, il a fait que la musique. Il a fait que la musique. Il a fait la musique, enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Puis après, qui s'est occupé de la mise en scène? Il n'y avait pas que lui, la musique, ils étaient trois, il y avait Franck Urfer, il y avait aussi Antoine Auberson pour le premier, puis le deuxième, il y avait Guy-François Lundberger et Jean-Pierre Hartmann. Et puis dans le troisième spectacle, c'est Guy-François Lundberger et Pascal Braillard qui ont fait les musiques. Et puis qui s'est occupé de la mise en scène pour ce truc vraiment totalement fou? Alors le premier, c'était Nicolas Haut. Ensuite, le deuxième, c'est Noam Perakis, donc le directeur du théâtre Barnabé à Servion. Et puis le troisième, c'est David Occhieri. Puis comment ces rencontres se sont faites pour les attirer à faire ça? Nicolas Haut, c'était une rencontre, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé, et puis c'était vraiment une belle rencontre. Enfin, les trois étaient chaque fois une belle rencontre. Noam Perakis, c'était parce qu'il était directeur, on s'est approché aussi, c'était une rencontre, et puis on s'est rencontré avec les musiciens, puis on a dit c'est avec lui qu'on a envie de faire. Et le troisième, on avait demandé à Noam Perakis s'il était d'accord de refaire la troisième mouture. Et puis, malheureusement, avec son théâtre, il est très très pris, donc il n'avait pas pu, donc on nous a conseillé David Occhieri, et on est très contents aussi. Donc c'est un grand succès, et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur l'ensemble Ad Libitum et sur Délit de cuivre, tout est disponible sur le site délitdecuivre.ch. Et bien évidemment que tout ceci est décrit dans la description de ce podcast. À côté de Délit de cuivre, tu diriges également la Riviera Vaudoise. Comment est-ce que tu t'es mis à diriger dans cet ensemble de cuivre? Comment est-ce que tu es rentré dedans? Ils sont venus me chercher. Ils cherchaient un directeur, et puis c'était un ensemble, je trouve, qui me correspondait bien parce que c'est des bons musiciens, des très très bons musiciens. Mais en plus de ça, ils font des choses originales. Original, oui, chose originale. Ouais. Et en fait, ça me plaisait parce que ça me correspondait par rapport à ma vision et ce que j'aime faire, quoi, de la musique et faisant des spectacles. On a fait des très 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 beaux spectacles. Et la Riviera au Pays des Merveilles. On a fait une rivière de Port-en-Port, on a fait plein, on a fait le cirque aussi avec du cirque, on a fait... Et puis avant moi et avant que j'arrive, ils avaient fait un grand spectacle sur les virtuoses qui avait beaucoup tourné aussi. Et puis ça me correspondait bien, donc j'ai accepté. Puis c'est des gens magnifiques, c'est des amis, c'est des gens avec qui vraiment j'adore travailler. Puis vous avez monté un grand nombre de projets en collaborant justement, comme tu l'as dit, avec un cirque. Vous avez fait un concert sous un chapiteau. Exactement. En passant par l'un des derniers projets, qui est une version revisitée de la Barbe Bleue. Comment est-ce que l'idée vient de faire un projet ou de faire une mise en scène? Comment est-ce que l'idée te vient de te dire ok, je vais mettre mes musiciens dans ces configurations-là? Alors, c'est pas toujours que moi. Il y a des fois, on discute, on est autour d'une table et puis... on discute, puis d'un coup, paf, il y a une idée qui dit, ah ouais, puis ça se développe. Ça se dit, ah ben oui, puis ouais. Par exemple, le cirque, je me rappelle, c'était un petit troquet à côté du local de répétition. On va toujours après la répétition. Et puis là, on discutait avec le président, puis je lui dis, ah mais moi je ferais bien une fois un spectacle avec un cirque. Puis là, il a pris le truc, et puis c'est monté en épingle, puis on est parti là-dessus. On a joué pour le spectacle de Gymnastrada avec deux ensembles, on a monté tout un concept. Et puis il y avait les claquettes de Martin, je ne sais plus comment son prénom, à Lausanne.
qui jouait au milieu de l'arène. Puis j'ai trouvé ça génial. Puis en sortant, j'ai dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose avec les claquettes. Et puis, pof, on est parti avec ça, quoi. C'est des fois des rencontres, c'est des idées, tu sais, il n'y a pas... Tu rêves... Ou alors, c'est un petit peu... je crois qu'il n'y a pas de recette. D'un coup, tu as une idée parce que tu vois quelque chose ou parce que tu en parles, tu parles de quelque chose. Puis si les choses se montent en impact, puis paf, tu as le projet qui part. Et puis là, en ce moment, vous êtes sur de nouveaux projets, c'est juste? Ouais. Alors là, on vient de faire Barbe Bleue avec Benjamin Cuche. Et puis là, on espère le tourner un petit peu quelques temps. Puis là, on a des projets avec un ensemble qui s'appelle Mélopée sur Genève. Et puis, on est toujours à faire des projets, quoi. Et bien sûr, si vous voulez en savoir un peu plus sur la Riviera Vaudoise, tout est disponible sur le site larivieravaudoise.ch. On va passer au défi que je donne à tous mes invités, d'où pourquoi je t'ai mis des petites oreillettes, parce que les retours seront pas là, mais dans tes oreilles. Où en fait, je mets au défi tous mes invités, où je vais te poser une série de questions qui n'ont aucun lien les uns par rapport aux autres, et ton but à toi, c'est d'en répondre à un maximum. Est-ce que tu es prêt? D'accord. Je te mets dans l'ambiance avec la musique. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu? Alors si tu croches déjà la première question, c'est inquiétant. Moi, je dirais Donald. J'aime bien Donald. Alors il faut savoir qu'en 10 ans de connaissance avec Jean-Claude, j'ai jamais vu faire ça. C'est bien, merci. On peut continuer l'interview comme ça, là. Oui, bien sûr, si tu veux. Préfères-tu les livres physiques ou électroniques? En physique. Ton expression favorite? Magnifique. Quel super pouvoir voudrais-tu avoir ou savoir? Rendre les gens heureux. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? En une seule journée. Je crois qu'il y a tellement de choses que j'aimerais faire que une journée ne suffira pas. Par exemple? Là, tu me prends dans un piège, là. Hein. C'est le but. Qu'est-ce que j'aimerais faire en une journée? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir en une journée? Je sens que t'as une idée par-dessus une Non, autre. parce que pour moi, les choses se font pas comme ça. Les choses, c'est comme la vie. On évolue, on progresse, on apprend. C'est en une journée, tu fais pas les choses en une journée. Qu'est-ce que je pourrais faire en une journée? Passer une journée à faire une bonne cuisine pour recevoir des amis. Le plus bel endroit où t'es allé? Chez moi. Quelle est ta plus grande qualité? Il faut qu'on enchaîne les questions. Quelle est ta plus grande qualité? Rigolo. Et ton plus grand défaut? J'en ai pas. Quel est ton style musical préféré? Bon, quoi? Ton style musical préféré? Tous. Si demain matin ton patron vient te dire je te donne une semaine de congé, qu'est-ce que tu ferais sachant que tu n'as absolument rien prévu? J'irai aux champignons si c'est la période des champignons. J'irai sur le lac, parce que j'adore le lac. J'irai skier si c'est la période du ski. J'irai me balader en forêt. J'irai me promener et me reposer. Justement, plage, montagne ou forêt? Ouh là là, les trois. Plutôt du genre être à l'avance ou à la bourre pour rendez-vous? Plutôt à la bourre. Maniaque ou bordélique? Un maniaque. Ton premier concert que t'as pu assister? La fanfare de mon village. Et puis il y a quand même une question que je pose beaucoup à mes invités, mais c'est vrai que ta réponse peut être assez intéressante à savoir. C'est une chanson que tu ne veux pas avouer que tu aimes d'écouter aux autres. Si tu en as une. Que j'aimerais pas que les autres apprennent que j'écoute? Oui. Moi, j'ai aucune honte, moi, de ce que j'écoute. Ok, ça c'est intéressant à savoir. Donc tu as quand même répondu à 15 questions. Ah ouais? Ouais. Non, de bleu. Comme ça, on a pu connaître un peu mieux Jean-Claude Bloch. Tout ce qu'on parle depuis le début de cette émission est disponible en description de ce podcast avec tous les profils Instagram, Facebook, Spotify, tout ce que vous voulez, et les différents sites internet, c'est des ensembles que Jean-Claude nous présente aujourd'hui. Et même si vous voulez réagir ou bien poser une question à Jean-Claude, n'hésitez pas à le faire directement dans la section questions-réponses sur Spotify.
On va consacrer cette deuxième partie sur ton rôle qu'on a un peu effleuré en première partie. Tu es le directeur pédagogique et artistique de l'école de musique de Nyon depuis plus de 30 ans. Comment est-ce que tu es entré dans cette école comme enseignant et puis après comme directeur? Eh ben, c'était Rémi Alberti qui est venu me chercher pour enseigner la trompette et le cornet à l'école de musique de Nyon. On était encore au vieux collège, au centre-ville. Et tu t'en souvenais de ce moment-là, de quand vous étiez à ce collège-là? Ah ouais, comme si c'était hier. D'ailleurs, j'ai pas. Tu dis que ça fait 30 ans, mais moi-même, je suis surpris parce que j'ai l'impression que c'était hier. Quoi. Ça passe 1994. Ah, je sais. Donc c'est déjà il y a 30 ans. Hein. Ah non, la 94, c'est quand j'ai repris la direction. Oui, quand tu es directeur, mais sinon 1991 quand tu étais enseignant. Voilà, ouais. 91 que j'ai repris après la classe de Devara, Luc Devara. Et quel est ton rôle en tant que directeur d'une école de musique comme celle de Nyon? Ben, mon rôle, il est divers parce qu'en fait, j'ai repris la direction pédagogique de l'école artistique et l'harmonie. Donc, mon rôle de directeur, c'est de veiller au bien-être et à l'efficacité de nos chers professeurs et de la relation et puis de ce qu'est la formation dans notre école. Ça, c'est important. Et puis, veiller à ce qu'on puisse prodiguer une bonne formation à tous nos élèves. Puis, est-ce qu'il y a un style particulier que tu aimes diriger au sein de l'école? Un style musical? Non, je trouve chouette, c'est qu'avec nos orchestres, on touche un petit peu tous les styles. Je suis moins fan des transcriptions classiques parce qu'il faut laisser ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a un répertoire monstrueux au niveau des harmonies. Donc, on peut toucher tous les styles. Je suis moins fan non plus des pot-pourris. J'aime bien les pièces, j'aime bien les créations parce qu'il y a des très très belles. On a des super compositeurs en Suisse qui font des belles choses. Donc, je suis pas. Il y a 2-3 choses que je suis moins fan. Ce qui est important pour moi, c'est que ce soit des bons arrangements ou des bonnes compositions. Parce que des fois, il y a des arrangements de thèmes, parce que les jeunes, ils aiment bien rejouer peut-être un thème de Walt Disney ou un tube d'un chanteur ou une chanteuse. Et puis des fois, c'est bien foutu, puis des fois, c'est très mal fait. Donc, il faut être attentif à ça. Donc les transitions, tu veux dire entre les morceaux, c'est ça que tu veux dire, par exemple? Non, je parle de la qualité de la transcription de l'arrangement. Ouais. Et quels sont les aspects les plus stimulants et les plus exigeants dans ton travail en tant que directeur? Exigeant, c'est d'être méticuleux, de bien suivre tout ce qu'il y a à faire, et puis d'être à l'écoute de mes collègues, c'est important. J'espère que je le suis assez, parce que c'est un travail d'équipe. Moi, j'ai un rôle de directeur, mais sans mes collègues, je ne peux rien faire. Donc, on partage, et puis moi, j'ai un rôle, eux, ils ont un rôle, et puis il faut que je fasse mon rôle le mieux possible pour qu'ils soient dans les bonnes conditions, pour qu'ils puissent travailler dans les bonnes conditions, puis que nos élèves puissent avoir des cours dans les bonnes dispositions. Donc, ça veut dire que c'est un tout pour que l'école fonctionne bien. Après, on a dans nos écoles des gens qui travaillent bénévolement et qui font un travail magnifique, sans quoi l'école ne tournerait pas comme elle tourne aujourd'hui. Et c'est grâce à eux que notre école, elle est aujourd'hui où elle est, qu'elle a quand même 75 ans. Et ces gens-là, il faut essayer de travailler ensemble dans un bon état d'esprit et tout. Donc moi, je dois faire le lien entre le comité, les professeurs, les élèves, et puis que tout ça essaye de matcher le mieux possible pour tout le monde, et puis que tout le monde y trouve du plaisir et soit content de travailler dans une école comme la nôtre, quoi. Je crois que c'est ça. Et en 30 ans de carrière, si tu avais un moment marquant au sein de l'école de musique de Nyon, ce serait lequel? Et la même chose, c'est plein de moments marquants parce que on a fait les 50 ans de 98, magnifique. On a fait Croisière en Vaux au signal de bougie, je ne sais plus en quelle année, 2003, 4, 5, je ne me rappelle plus très bien. On a fait tous les projets. On a fait le voyage en Normandie. On a été joué en Suisse allemande. On a fait des concerts mais magistraux, quoi. C'était génial. Donc c'est plein de grands moments.
il n'y a pas de moment vraiment c'est ça en tout. Ou en tant que directeur, t'as pas plus aimé un projet qu'un autre? Non, parce que tous les projets étaient enrichissants. Moi, quand je suis là, puis que j'ai tous ces jeunes là qui jouent et puis qui sont heureux, un comité qui est content de ce qu'on a abouti et tout, c'est Noël, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, tu peux pas dire qu'il y a un truc, parce que c'est plein de choses. Et moi, si ça fait 30 ans que je suis là, c'est bien parce que chaque projet était riche, passionnant, enrichissant. Et on a fait des trucs, mais même les choses petites simples, quand on va jouer à Montreux pour la fête fédérale, puis qu'on va avec le CGN, c'est des moments qu'on partage ensemble. Et puis tous ces moments, c'est des moments assez magiques. Quand un élève, il va faire son certificat d'instrument, puis qu'il est fini, puis qu'il est content, c'est des grands moments. Il y a plein de petites choses. Puis il dit, quel plaisir de faire ce métier-là. Quel plaisir de travailler dans une école comme celle-ci. Et puis comment est-ce que tu fais pour garder cette motivation au bout de 30 ans? La même motivation, la même dynamique Mais je fais rien. Je fais rien parce que comment dire ça? Je suis passionné. Mais je suis passionné parce qu'en fait, j'ai la chance de travailler avec un comité, chaque fois super génial, des professeurs qui sont des collègues, avec qui je m'entends bien, avec qui on peut partager, on peut échanger, on peut parler. Ils amènent des idées, ils amènent des propositions. La discussion est toujours franche, elle est claire, et on peut construire. Je veux dire, je vois pas le temps passer. J'ai travaillé dans d'autres institutions où j'avais l'impression, je me suis dit, tiens, je crois que j'ai fait le tour, donc j'arrête. Mais tant que j'ai pas fait le tour, pas avoir l'impression d'avoir fait le tour, alors après peut-être que certains vont dire, j'ai pas un moment qu'il a fait le tour, mais ce serait le moment qu'il ouvre les yeux, mais je sais pas, mais qu'on me le dise alors à ce moment-là. Mais moi, je fais rien, j'entretiens rien du tout, je fais juste mon job avec passion, et puis j'entretiens cette relation avec les gens qui fait que j'ai du plaisir j'ai chaque fois un plaisir. Chaque fois que je viens, c'est un grand plaisir. Ouais, toutes les semaines, quand tu viens à l'école de musique de Nyon, c'est ton moment préféré de la semaine? C'est des moments sympas. Alors, dans tout ce que je fais, parce que tout ce que je fais, je le fais pas par contrainte. Je fais pas ce métier autrement. Je veux pas le faire par contrainte. J'ai toujours dit que je veux pas faire ce métier par contrainte. Donc, je le fais avec passion. Quand je vais à Rolle voir mes élèves, je suis super content. Quand je viens ici pour mes élèves, je suis content que je vais diriger l'harmonie. Chaque chose est différente. Ça, c'est la richesse de mon métier. Dans mon métier, ce qui est génial, c'est que je joue, je dirige, j'enseigne, je manage. Quand je dis manage, j'aime pas trop ce terme parce que ça fait un peu... Mais je dois créer une relation, un travail commun, collectif pour que l'école fonctionne. Mais tous ces trucs-là font que ça m'enrichit, quoi. Ça me nourrit et puis que du bonheur. Alors bien évidemment, il y a les 30 ans de carrière en tant que directeur que tu célèbres. Et cette année, en 2024, il y a également l'école de musique de Nyon qui a un événement important. C'est celle de ses 75 ans d'existence. Pour petite correction, c'était en 2023, mais ça a été prolongé pour l'année 2023-2024. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour marquer le coup de ces 75 ans? Justement, c'est nouveau, plein de choses. Alors, on a fait un grand concert au mois de septembre avec la fanfare de Nyon, le chœur, parce qu'on partage ces 75 ans avec les 10 ans de As de chœur, qui est dirigé et créé par un ancien élève de l'école de musique de Nyon, Florian Beauvais. Et en fait, on a fait ces deux concerts, pardon, il y en avait deux, avec toute une manifestation autour. La fanfare de Gland est venue jouer, la fanfare de Beugnet est venue jouer. Et un magnifique projet avec des arrangements de Steve Morizet. C'était génial. Puis là, on va faire pendant toute l'année, ponctuellement, des concerts. On a demandé aux professeurs, parce que la richesse de notre école, c'est que nos professeurs ne sont pas seulement enseignants. La plupart, si ce n'est la majorité, ils sont tous concertistes. Ils sont solistes, ils jouent dans les orchestres classiques, populaire, moderne, funk. Nos professeurs jouent dans des ensembles. Puis on s'est dit, il faut qu'on les mette une fois en valeur. Donc on a proposé aux professeurs de nous faire des propositions avec leurs groupes dans lesquels ils jouent. Et puis pendant toute l'année, il va y avoir des groupes qui vont jouer. D'ailleurs, dimanche, on a du haut d'anche avec notre prof de hautbois, Sandra Barbosa.
On a un grand concert au mois de décembre avec les professeurs. On a créé un ensemble avec les professeurs de l'école de musique. Il y aura Daily de Cuivre qui va jouer. Il y a un ensemble à Félix Béton, le nom m'échappe, le nom. Enfin, il y a tous les ensembles pendant l'année qui vont jouer. Et puis, on va terminer cerise sur le gâteau avec un grand spectacle écrit par Steve Meuriset et mis en scène par Roméo. Je ne sais plus son nom de famille, Anchaud, merci. et voilà, et ça, c'est l'école de musique de Nyon. C'est non seulement une formation solide, on a quand même pas mal d'élèves qui ont fait des carrières professionnelles, on a quand même des élèves qui sont revenus chez nous enseigner. La clarinette par Elmi Lidus, Félix Béton, posquet batterie et tambour. Il y avait Hélène Gros aussi. Hélène Gros. Elle n'est pas de l'école de musique de Nyon, mais elle était de la région. Hein, mais là, je parle des professeurs. J'en oublie peut-être d'autres. Il y en a quand même 20 dans notre école. Et je ne veux pas dire des bêtises, mais c'est des gens qui ont fait leur formation de base chez nous, qui sont partis faire la haute école dans plusieurs endroits, qui reviennent enseigner chez nous. C'est juste magnifique. Donc, on a cette formation qui est solide. Puis après, à côté de ça, il y a tout cet aspect festif, créatif, de projets. Puis ces projets, ce n'est pas un style, c'est plusieurs projets. On fait des spectacles, on va faire des concerts. On a fait un voyage en Normandie qui était magnifique, où c'est des grands moments de partage, musique avec l'école de musique de Falaise. Donc c'est toute cette richesse, cette dynamique qui est magnifique, quoi, pour les... Et puis ces idées, elles viennent comment? C'est toi qui donnes l'impulsion en te disant j'aimerais bien essayer d'innover quelque chose dans ce style-là? Alors franchement, je ne sais pas, je ne veux pas me tirer la couverture, parce que je crois que tout projet, tu peux mettre la graine. Mais la graine, si tu ne mets pas de l'eau, un peu de terre et tout, donc ça ne pousse pas. Donc il faut du monde, il faut des gens qui... Donc c'est souvent des projets, tu lances l'idée, puis après... mais c'est toi qui lance justement l'idée, et puis après... Mais je ne crois pas, je sais pas, puis j'ai jamais dit c'est moi ou je sais pas, mais je pense qu'il y en a peut-être certains c'est moi, puis d'autres c'est d'autres, et puis on se complète, puis on construit le truc, et puis donc c'est ça, c'est un travail d'équipe. Donc tout ce que je fais, c'est un travail d'équipe. Daily de Cuivre, c'est un travail d'équipe. Ad libitum, c'est un travail d'équipe. La Riviera, c'est un travail d'équipe. L'école de musique, c'est un travail d'équipe. C'est toujours un travail d'équipe. C'est ensemble qu'on fait. On met une graine, puis d'autres amènent un peu de terre, un peu d'eau, et puis un peu de ci, un peu de ça, puis ça pousse, puis tu montes des projets magnifiques. Mais si tu n'as pas l'équipe, tu n'as pas tous ces projets. Et en première partie, j'ai mentionné qu'à côté de ton rôle de directeur, tu joues et tu enseignes également la trompette. Pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit la trompette, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer la trompette? Je vais décrocher la caméra comme ça on pourra voir de plus près. Attends. Pendant ce temps que je suis en train de... Voilà, hop, tac. Donc la trompette, ça commence avec un piston. Non, la trompette... c'est un vulgaire bout de tuyau. C'est un tuyau. C'est un tuyau. C'est un tuyau. Ce qui est important, c'est comme tout instrument, il faut une vibration. Puis nous, la vibration, c'est les lèvres. Puis quand tu maîtrises tes lèvres, tu peux jouer une mélodie. D'accord? Après, il faut ce qu'on appelle une embouchure. Puis cette embouchure, c'est un entonnoir, si tu veux, qui va canaliser la vibration pour pouvoir faire une mélodie. Après ça, ce qu'il faut, surtout, ce qui est important, ce qu'il faut, c'est... Je m'excuse. Non, t'inquiète pas, c'est bon. Parce que je m'entends pas... Ce qu'il faut, c'est un tuyau. Alors, n'importe qui peut prendre un tuyau d'arrosage, couper dans le jardin, un entonnoir pour faire un pavillon, pour que le son se diffuse. Je mets mon embouchure d'un côté et j'ai une trompette. Voilà la trompette.
Ça, c'est le concept d'une trompette, mais t'es que limité dans un certain... Ah, alors bien sûr. Après, on est un peu limité, t'as tout compris. Alors après, c'est la vraie trompette. Enfin, la vraie trompette. Je sais pas si c'est une vraie ou une fausse, mais c'est un tuyau. C'est un bout de tuyau. Je mets de l'eau ici, puis ça sort ici. D'accord? Alors dessus, on y met des pistons. Ces pistons permettent de donner une longueur différente à l'instrument. Hein. On a un piston. Sur chaque piston, on a une coulisse. Une petite, une moyenne, une grande. Et puis chaque fois que je pèse sur un piston, c'est comme un robinet. Hein. Je pèse, ça ouvre ou ça ferme. Ça ouvre ou ça ferme. Mais ça, c'est à l'intérieur de la trompette que tu... Ah bien sûr. Si tu veux, le piston, toi, si tu regardes, il est plein de trous, là, comme un gruyère. On va montrer ça avant la caméra, comme ça, pour ceux qui regardent le podcast. Tu vois? Il y a plein de trous. Il y a plein de trous. Et en fait, si tu veux, ces trous vont me permettre d'ouvrir et de fermer ou de donner, si tu veux, la conduite dans l'instrument de la longueur qu'on va donner. D'ailleurs, on voit, ici, on est bouché. Je sais pas si tu vois dans le trou, là. Oui, on voit dans le trou. Ouais, puis après, si je pèse, tac, ça ouvre. Ah ouais. T'en refais juste comme ça, on peut vraiment bien voir sur la caméra. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Là, je pèse et ça ouvre. Et c'est excellent. Et en fait, ça donne chaque fois, on comprend mieux le principe avec un tromboniste. Un tromboniste, il va travailler sur la longueur du tuyau. Donc, il a son tuyau comme ça, puis il a une note chaque fois puis après, il donne une longueur. Puis après, avec ça, il peut faire telle note. Avec une autre longueur, il peut faire telle note. Alors, nous, c'est la même chose. Chaque fois qu'on met une longueur, hein, c'est plusieurs doigtés. Chaque fois que je vais faire un doigté, je vais pouvoir faire plusieurs notes. Si je fais un doigté 0, tu vois. Je peux faire plusieurs notes. Après, je change. Etc., etc. Et ce qui me permet de faire plusieurs notes avec la trompette. Et pouvoir jouer ce qu'on veut avec le piano. Ça, c'est un extrait du prochain Délit de cuivre. Enfin, c'est pas le prochain, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Ça aussi, c'est une magnifique équipe. Ça, faut venir voir. Magnifique spectacle. Et bien sûr, tout ceci est disponible sur delitdecuivre.ch. À côté également de ton rôle de trompettiste, tu es conseiller musical à la RTS pour l'émission Le Kiosque et Musique. Quel est ton rôle en fait en tant que conseiller musical ? Alors, mon rôle en tant que conseiller musical, j'avais des trucs sur les oreilles. Oui, mais c'est pas grave. Elles sont tombées ? Ouais, c'est pas grave. Mon rôle de conseiller musical, c'est de travailler avec la radio ou la télé, et ça a eu arrivé, puis de programmer, quand il y a des ensembles en live, c'est de programmer ces ensembles, de trouver les ensembles pour qu'ils puissent se produire à la radio ou à la télé. C'est surtout la radio, là, c'est avec la Kiosque à Musique, avec Jean-Marc Richard. Et en fait, mon rôle, c'est de veiller à la qualité des prestations des ensembles, la qualité des ensembles, et puis de l'originalité et la diversification de la programmation. Et puis pourquoi as-tu voulu prendre ce rôle-là ? Mais je ne l'ai pas voulu, c'est Jean-Marc qui est venu me chercher, puis je trouve génial, parce que je travaille aussi avec des collègues, on est plusieurs conseillers, on échange, on partage, et puis je trouve que c'est génial parce que ça me permet aussi de rencontrer, parce que je dois chercher d'autres ensembles, donc ça me permet de rencontrer d'autres ensembles, d'autres styles, des styles différents, et ça permet de faire des belles rencontres. Et puis on arrive gentiment au bout de ce podcast, et si tu devais te donner un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la musique, ce serait lequel ? Vas-y, fonce, fais-toi plaisir. Il y a des parents des fois qui m'ont posé, j'ai une question il n'y a pas longtemps, ils me disent mais qu'est-ce que t'en penses si mon enfant il veut faire de la musique, qu'est-ce que t'en penses ? Je dis mais faut vivre ses rêves. Moi si on m'avait écouté, si j'avais écouté ce qu'on disait de moi quand j'ai dit je voulais faire mon métier de la musique, je ne serais pas musicien aujourd'hui. J'ai pas écouté, j'ai foncé, j'ai fait de la musique. Et aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que je fais de la musique, je vis de la musique et je suis hyper heureux.
c'est que du bonheur. Donc si quelqu'un, mais que ce soit la musique ou n'importe quelle passion, je pense qu'il faut, puis surtout dans un pays comme le nôtre où on a quand même la chance de pouvoir vivre convenablement de plusieurs choses, moi je pense qu'il faut laisser nos jeunes la possibilité de vivre leurs rêves. On n'y arrive pas forcément toujours, c'est vrai, c'est pas facile. Moi j'ai eu la chance d'avoir des belles rencontres. Je pense que c'est des bons musiciens, il y en a beaucoup, il y en a plein. Moi j'ai juste eu la chance peut-être d'avoir des bonnes rencontres au bon moment, faire les bons choix et puis d'être là quand il fallait et puis de pouvoir créer ma carrière comme ça. Donc faut vivre ses rêves, il faut les vivre jusqu'au bout et puis à un moment donné peut-être se dire ok ou non ça marche pas puis on change le cap. Merci beaucoup Jean-Claude d'être venu dans Rencontre avec. C'est un plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Rencontre avec. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.